Les basketteuses maliennes à l'honneur cet après-midi à Koulouba. Les championnes d'Afrique et leur encadrement étaient reçus par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui leur a offert 10 millions de francs CFA, des lots d'habitation et du matériel informatique. Hommage à Damien Boiteux, premier soldat de l'opération Serval des troupes françaises, tombé sur le champ de bataille dans la guerre contre les terroristes. La nouvelle base militaire à l'aéroport de Bamako-Senou porte désormais son nom. Comment gérer les plaies? Une équation souvent pas facile à résoudre. Réponse des spécialistes ce soir dans la page santé avec Tessira Dambélé. Et puis, demain mardi s'ouvrent les 5e journées minières et pétrolières du Mali pour 3 jours. Notre invité pour planter le décor, le ministre de l'Industrie et des Mines, le docteur Boubou Cissé. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir. On revient à vous dans un instant. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, sachez que le président de la République s'envole demain à Lomé, au Togo, pour donc le départ de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à Lomé. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Senou demain mardi 12 novembre 2013. Les membres de la délégation présidentielle à 14h, les membres des corps constitués désignés à 14h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 15h. Le président de la République qui a donc reçu cet après-midi les basketteuses maliennes, championnes d'Afrique féminines de moins de 16 ans, trophée enlevé à Maputo au Mozambique où s'est déroulée la compétition et c'est la 3e fois consécutive qu'elle remporte cette coupe. La fête s'est donc poursuivie cet après-midi au palais de Koulouba. Sur place, le chef de l'État, en guise de récompense, les attendait, elles et leur encadrement, avec la somme de 10 millions de francs CFA, de lots d'habitation et du matériel informatique. Oudicibi nous fait le point. Après que les cadettes aient remporté le trophée de l'Afrobasket le 12 octobre dernier à Maputo au Mozambique, le président de la République en voyage leur avait adressé par télégramme un message de félicitations. Ce lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à partager ces moments avec les championnes d'Afrique et leur dire de vive voix toute la reconnaissance de la nation. Cette 3e couronne continentale a été arrachée de haute lutte face au même pays, l'Égypte. Cette performance de nos jeunes joueuses, qui résulte de la politique de vulgarisation du basketball engagée par la Fédération malienne de basketball, n'aurait été possible sans le soutien et l'engagement des plus hautes autorités de la République à travers le ministère en charge des sports. Que toutes ces autorités trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme vous l'avez si bien dit dans votre slogan de campagne pendant les élections présidentielles, l'honneur du Mali d'abord et le bonheur des Maliens ensuite. Le slogan de campagne d'Ibeka, le Mali d'abord, a galvanisé les joueuses. Nous sommes particulièrement heureuses de vous présenter le trophée du 3e Afrobasket U16 filles, que nous l'avons promis et avons réussi à le faire pour le bonheur des Maliens, pour le Mali d'abord. Ce trophée, Excellence, Monsieur le Président, nous l'avons tellement désiré, nous nous sommes tellement battus pour l'avoir, que nous serons notre responsabilité grande d'aider au renouveau du Mali. Nos grands sœurs l'ont eu en 2009, puis en 2011, pourquoi pas nous en 2013. Ce succès des filles inspire Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui le sport occupe une place importante dans la politique du gouvernement pour un Mali nouveau. Mes filles, vous nous avez réchauffé le cœur. Le sport est sûrement, pour la jeunesse d'un peuple, un gage d'avenir certain. On disait aussi un esprit sain dans un corps sain. Mens sana in corpore sano. C'est connu, archi connu maintenant, mais c'est l'esprit et la mentalité, tout ce qui a sont suivis. Donc, le sport, en tant que maintenant l'organisme en bonne santé, en tant que permettant le dynamisme, est la condition sine qua non de l'activité humaine. Et c'est elle qui est à la base de tout ce que l'homme peut faire et réaliser sur la terre des hommes. Pourquoi elle est si importante, elle est essentielle. Et dans notre gouvernement, nous accordons le plus grand prix au sport. Au sport. Nous avons mis jeunesse et sport, ce n'est pas par hasard non plus. Et nous voulons que par le sport,
notre jeunesse puisse s'épanouir, faire honneur chaque jour que possible à la nation malienne qui en a bien besoin. Notre nation qui a failli sombrer, qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez rappelé ma fille, est aujourd'hui debout, digne et pas dans le vent. Et Inch'Allah sera présente au rendez-vous des nations du monde qui compte, désormais. Inch'Allah. Et ce Mali sera dit en lettres d'or. Et parmi ceux qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire nationale, désormais, mes filles, vous compterez. Quelle gloire, quelle belle gloire que la vôtre. À un si jeune âge, que nous eussions tous voulu, en le temps où nous fûmes jeunes, jeune homme. Même si certains s'affublent de Datour aujourd'hui pour se rendre d'un âge canonique. Nous fûmes jeunes aussi. Et certains se sont essayés aussi au sport, de façon heureuse et quelquefois de façon malheureuse. J'ai une expérience malheureuse de gardien de but et j'en suis pas fier. J'ai quelqu'un chez moi qui s'amuse souvent à sortir ma photo de gardien de but de l'équipe estudiantine du Mali, jouant contre le Sénégal sur le terrain du Portugal à Paris. C'est pas fameux, hein? J'en suis pas fier. Mais je sais qu'avec vous, nous irons loin, très loin. Et votre sport est un des plus beaux au monde. Quand j'avais le temps, je regardais les matchs du NBA. Je me plaisais à m'imaginer un peu à la place de tous ces joueurs si adroits. Et surtout pour les 3 points. Et alors là, ça, je me disais, comment des hommes peuvent-ils réussir de telles prouesses? Mes filles, vous avez réussi à Maputo. Bravo à vous. Le président de la République a remis aux basketteuses et à leur encadrement technique un chèque de 10 millions de francs CFA. En plus, chaque joueuse a bénéficié d'un lot à usage d'habitation, une bourse présidentielle, un ordinateur portable. Les entraîneurs auront droit à un stage de perfectionnement. Voilà le Mali qui joue, le Mali qui gagne. Bravo donc à nos basketteuses féminines, à nos basketteuses championnes d'Afrique féminine de moins de 16 ans. La gouvernance, défis et perspectives du Haut Conseil des collectivités, c'est le thème central de la session de formation initiée par l'institution à l'intention de ses membres. La session devra permettre aux conseillers nationaux et aux acteurs de la décentralisation de maîtriser le concept de gouvernance et son application dans les missions du Haut Conseil des collectivités. Nando Dambélé. Depuis sa création en 1992, le Haut Conseil des collectivités s'est donné comme tâche fondamentale le renforcement permanent des capacités des conseillers nationaux et des cadres. L'organisation du présent atelier satisfait à cette préoccupation du bureau de cette jeune institution. La thématique centrale de cet atelier, gouvernance, défis et perspectives, s'incruste dans l'heure du temps, d'autant qu'il se tient à un moment où notre pays est en quête de solutions justes et durables pour atténuer la crise qui l'affecte depuis environ 2 ans. Une crise qui trouve ses racines dans le bourbier de la malgouvernance. Privilégiant l'approche andragogique, la séance de formation a enregistré 3 exposés autour de 3 sous-thèmes, à savoir gouvernance et développement local, gouvernance et réforme, décentralisation et développement local. En marge des travaux, les 90 participants ont eu droit à la présentation du roman intitulé « Pourquoi il ne neige pas ici ». Les travaux dureront 2 jours. Voilà, on vous l'annonçait à l'entente de cette édition. Notre invité ce soir, Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, le docteur Boubou Cissé. Bonsoir, Monsieur le ministre, une fois encore. Et bienvenue. Vous êtes là, c'est pour donc parler, comme on le dit, planter le décor des 5e journées minières et pétrolières du Mali qui s'ouvrent demain dans notre capitale ici, Bamako. Chaque édition, son thème. Qu'avez-vous choisi cette année? Cette année, le thème porte sur le développement communautaire autour des mines. Et je dirais que c'est une préoccupation majeure du chef de l'État
qui a le souci aujourd'hui d'assurer que l'exploitation minière dans nos zones minières, dans une zone donnée, puisse essentiellement bénéficier aux populations locales de cette zone, et aussi qu'elle puisse développer, je dirais, des activités économiques viables en liaison soit avec l'activité minière, soit en soutien du secteur minier. Donc c'est essentiellement sur cela que l'on va travailler pendant ces 3 jours, avec je l'espère, des propositions qui pourront nous aider à aller vers ce développement communautaire-là au bénéfice de la population malienne. Alors, comme on le dit, le Mali, pays minier, 3e africain après l'Afrique du Sud, le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, monsieur le ministre, quel est vraiment l'apport du secteur minier dans l'économie nationale? Le secteur minier, je dois dire, apporte beaucoup dans notre économie nationale, surtout en termes lorsqu'on regarde les recettes d'exportation. Mais je pense que c'est un secteur qui peut apporter beaucoup plus. Et il faut que le secteur apporte en termes de richesse nationale. Je vous donne simplement un exemple. Ça fait 30 ans que l'on exploite les mines dans ce pays. Et lorsque vous regardez la contribution de ce secteur à notre économie nationale, ça ne dépasse pas 3-4% de notre richesse nationale. Je pense que ce n'est pas acceptable. Ça ne doit être ni une fierté pour l'État, mais je pense que ça ne doit pas être non plus une fierté pour les sociétés minières. Donc il faut qu'on aille vers une meilleure intégration de ce secteur minier dans le reste de notre économie. C'est que cette intégration qui va nous permettre de créer de la valeur, de créer des emplois valorisants, et de sortir les populations environnantes de certaines des conditions socio-économiques que l'on a observées dans ces zones-là et qui sont loin d'être acceptables. Comme on le dit, il faut que l'or du Mali brille pour tous les Maliens. Absolument, il faut que l'or du Mali brille pour les Maliens, et je suis sûr que dans les prochains mois et prochaines années à venir, je dirais que l'or du Mali brillera davantage pour les Maliens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains de nos compatriotes qui travaillent justement dans ces mines. Depuis un certain moment, nous assistons malheureusement à des licenciements abusifs, surtout licenciements abusifs au niveau des nationaux. Qu'en est-il, monsieur le ministre ? C'est vrai que c'est un problème sérieux. Vous parlez de licenciements abusifs. Moi, je vois effectivement des suppressions soudaines et brutales d'emplois dans le secteur minier. Et ce sont des suppressions qui restent évidemment une préoccupation majeure du gouvernement aujourd'hui. Et nous entendons, en partenariat avec les sociétés minières, trouver des solutions. Parce que s'il est vrai que la réalité économique s'impose à tous, on en parle de conjoncture au niveau mondial sur le cours de l'or, c'est vrai. Donc, on est d'accord, cette réalité économique s'impose à nous, mais on pense aussi qu'il est une entreprise bien gérée, c'est le propre d'une entreprise bien gérée que de prévoir et d'anticiper. Et je pense que cette capacité d'anticipation doit s'appliquer non seulement aux fluctuations des cours que nous observons en ce moment ou à des changements technologiques, et pour permettre à ces entreprises-là, à ces sociétés minières, de faire face à ce type de crise en constituant des réserves pendant les bonnes années pour justement pouvoir amortir le choc des années difficiles. Cela n'a pas été le cas. Et des réserves auraient pu être constituées parce qu'on en a connu des années grasses pour ces sociétés-là. Et je trouve qu'aussi sur les questions d'emploi, ces entreprises doivent avoir la capacité, cette capacité d'anticipation et l'appliquer à l'emploi et puis à la protection de l'emploi. Il est vrai que jusqu'à présent, ces licenciements ont concerné nos compatriotes locaux. Nous sommes en discussion avec les sociétés en question et les syndicats pour trouver des solutions pour que cela ne puisse se reproduire à l'avenir. Et j'imagine justement que c'est les sujets qui sont évoqués au cours de ces 3 journées de JMP 2013 qui commencent demain et qui vont durer pendant 3 jours. Alors, avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, on va vous demander d'adresser votre message à l'endroit des acteurs du secteur. On sait que vous aurez 3 jours pour approfondir la réflexion avec eux sur les différents sujets, mais déjà ici, qu'avez-vous à leur dire ?
Peut-être essentiellement deux messages. Premièrement, c'est que nous entendons développer ce secteur minier et pétrolier malien de façon rationnelle, de façon durable, et cela pour le profit de la population malienne. Et donc l'exploitation minière, pour nous, à partir de maintenant, doit être pensée dans la durée. Et une durée qui va nous permettre d'aller au-delà de l'épuisement des ressources. Et c'est cette durée qui va nous permettre aussi de s'inscrire dans une dynamique de diversification de notre économie. Tant que l'on ne va pas diversifier nos ressources, l'exploitation de nos ressources, nous allons toujours continuer à assister à des situations telles qu'on a assisté aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment le premier message. Le deuxième message, peut-être à l'endroit de nos partenaires, les sociétés minières, qui ont évolué comme une économie d'enclave minière. C'était une économie qui n'intégrait pas jusqu'à présent les communautés, on en a parlé, mais qui n'a pas suffisamment intégré non plus le reste de notre économie nationale. Il faut que l'on sorte de ce schéma d'enclave d'économie minière et que l'on intègre davantage et les communautés et les mines à notre économie pour pouvoir, in fine, créer de la valeur, créer des emplois valorisants et que, comme vous l'avez dit, l'or puisse continuer à briller davantage pour les populations maliennes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'être venu. Et l'ORTM souhaite plein succès aux 5e journée minière et pétrolière du Mali qui commence demain. L'ouverture, c'est à 9h. Mise en place terminée. Le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, arrivera vers 9h30. Je pense qu'on commencera à ce moment-là. Merci. À demain, Inch'Allah, la suite de cette édition. La France qui commémore donc ce 11 novembre l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, ici à Bamako, le Mali lui rend hommage à cet autre combattant pour la liberté. Il s'agit de Damien Boiteux, ce militaire français de l'opération Serval tué dans la guerre contre le terrorisme dans le nord du Mali. Le nouveau camp militaire basé à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, porte désormais son nom. Adama Kodjo est allé voir. Montée des drapeaux maliens et français sous l'hymne national, retentissement de la Marseillaise et dépôt des gerbes de fleurs à l'aéroport de Bamako-Sénou dans le nouveau camp qui porte le nom de Damien Boiteux. La France et le Mali commémorent ainsi la journée du 11 novembre 1918, date à laquelle l'armistice a été signé par l'Allemagne et les alliés de la France. Une guerre qui a fait environ 30 000 morts parmi les 200 000 tirailleurs mobilisés. Si vous rendez service à quelqu'un demain, vous êtes dans du pétrin, eh bien c'est ce quelqu'un-là qui va vous secourir le premier s'il assiste à ça. Et c'est ça la réciprocité dans le monde. La commémoration intervient au moment où notre pays, avec l'aide de la communauté internationale, reste engagé dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour mieux coordonner les opérations que la France a construit à Bamako, le camp dénommé Damien Boiteux, premier militaire de la force Serval tombé sur le champ d'honneur au Mali. Au moment où nous inaugurons ce camp, du nom de ce militaire français mort à la fois pour la France et pour le Mali, c'est très symbolique et c'est quelque chose qui est connu en France. Nous avons quitté l'ancien camp où nous étions en plein aéroport. Vous savez que l'ancien camp occupait des structures de l'aéroport et qu'il était bien évidemment nécessaire pour permettre la reprise de la vie sur Bamako et notamment sur l'aéroport, que nous occupions une autre structure. Et c'est ce que nous avons fait pour que les hommes et les femmes qui servent ici au service du Mali et pour la résolution de la crise puissent vivre dans des conditions décentes. L'inauguration du camp Damien Boiteux, tout comme la célébration du 11 novembre, sont un témoignage éloquent de l'excellence des relations existantes entre Bamako et Paris. C'est la solidarité aussi entre nos deux peuples à des moments cruciaux de leur histoire. Et il symbolise aussi notre volonté de renforcer notre coopération par-delà l'opération Serval, de faire en sorte que nous ayons une coopération plus durable qui s'inscrive dans la longue lutte que nous aurons à mener contre les groupes terroristes qui écument le Sahel et de manière aussi à pouvoir bâtir avec nos autres voisins et partenaires une coopération régionale en matière de sécurité qui soit beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace et qui puisse mieux intégrer nos capacités. La cérémonie a été une occasion pour le commandant des opérations de la force Serval de faire un témoignage sur l'attaque survenue le vendredi dernier à Analakam dans la localité de Menaka entre l'armée malienne et des éléments du MNLA.
Nous sommes actuellement en train de faire une enquête, mais d'après les premiers éléments, il n'y a pas lieu de parler d'exécution sommaire. Je pense très clairement que ce sont les forces armées maliennes qui ont été prises à partie. Au cours de l'événement, au nom du président François Hollande, 6 militaires français ont été faits chevaliers de l'Ordre national du mérite et un commandeur. Et nous restons avec le même sujet. C'est donc ce 11 novembre que l'on commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a duré de 1914 à 1918. À cette occasion, une cérémonie de recueillement a été organisée par l'ambassadeur de France au Mali. Elle a été marquée, cette cérémonie, par une séance de lecture de poèmes par les élèves de l'école Liberté et les dépôts d'une gerbe de fleurs au cimetière chrétien de Bamako-Koura. La Première Guerre mondiale a fait, on le rappelle, plusieurs millions de morts africains, dont des Maliens. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et plusieurs autres anciens combattants. Agali Aguissa, reportage. Le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Ce message du ministre délégué français chargé des anciens combattants annonce le ton du programme de la cérémonie de recueillement devant la mémoire des millions de soldats morts pour la cause de la France pendant la Première Guerre mondiale. Maliens, Français et autres nationalités se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur de France pour renouveler leur reconnaissance aux héros de la liberté. L'édition de 2013 se déroule au moment où le Mali sort d'une double crise grâce à l'appui des autorités françaises. La journée est marquée par plusieurs activités. Cette année 2014 associera la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, d'une part, et le 70e anniversaire de la Résistance et de la libération de la France, y compris l'anniversaire du débarquement en Provence. Et nous prendrons notre part ici à Bamako avec 3 actions. La première concerne la reconstitution du monument aux morts de Reims, édité en 1920, en mémoire des héros de l'Armée noire. Ce monument, il y en avait 2 exemplaires, l'un à Reims, l'autre à Bamako, place de la Liberté. Malheureusement, celui de Reims a été démantelé en 1940. La seconde action est un projet pédagogique intitulé « Des héros de l'Armée noire au champ d'honneur », dialogue entre histoire et fiction à Bamako. M. Iberson a auparavant procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au cimetière chrétien de Bamako-Koura. Un geste plein de sens. Ce geste est un geste qui perpétue l'âme des soldats qui ont combattu pour la liberté. Donc nos parents sont restés et eux maintenant à leur tour, ils reviennent ici maintenant pour nous appuyer. Ouverture ce lundi d'une conférence sur la responsabilité des médias dans le traitement de l'information en période d'instabilité. Ça se passe à l'hôtel Olympe. Cette session qui va se poursuivre encore demain réunit les journalistes de la presse publique et privée. Compte rendu, Isaac Sudon. La crise socio-sécuritaire que le Mali a connue a plongé le pays dans une instabilité profonde. Aujourd'hui, la phase de sortie de crise et de réconciliation nécessite une forte implication des hommes de presse. Voilà pourquoi la Fondation pour la Liberté, avec d'autres partenaires, ont jugé nécessaire d'échanger avec la presse malienne sur sa responsabilité dans le traitement de l'information en période d'instabilité. À la suite de ces événements que le Mali vient de traverser, que la Fondation Naumann pour la Liberté a jugé nécessaire de lier partenariat avec la coalition malienne des droits de l'enfant, mais aussi avec la Deutsche Welle Academy, qui est partie académie de la Deutsche Welle, la radio-télévision allemande, pour venir échanger avec la presse malienne sur leurs responsabilités, leur comportement en temps de crise, en temps de conflit. L'Allemagne, qui reste un partenaire privilégié du Mali à travers la branche de formation de la Deutsche Welle, a donc décidé de porter main forte aux journalistes maliens en matière de traitement d'informations en temps de crise. Ça nous tient au cœur maintenant de venir ici au Mali et aussi pour aider, pour appuyer nos confrères maliens, consoeurs maliens dans cette situation conflictuelle. Et c'est pour cela que c'est tout à fait, je peux dire, logique de venir ici au Mali en termes de Deutsche Welle Academy. Je pense que les médias doivent réfléchir la manière avec laquelle ils traitent les informations. Parce que souvent, on a des sources différentes et on doit réfléchir avec quelle manière on peut
transporter les informations et informer correctement. Prennent part à cette session les journalistes de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, de même que les journalistes institutionnels venus de Bamako et de l'intérieur. La session durera 2 jours. Le département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ambitionne de faire des maisons de la femme, des centres fonctionnels et multifonctionnels. C'est une volonté qui a été affichée ce week-end à Sikasso et c'était par le ministre en charge du département qui séjournait justement dans la capitale de Kénédougou. Correspondance de Sékou Konaté. Arrivé à Sikasso dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme rurale édition 2013, la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a profité de l'occasion pour visiter la maison de la femme de Sikasso. Une bâtisse située dans l'ancienne zone aéroportière et qui offre aux femmes un cadre adéquat de travail et de formation. Près d'une dizaine de salles réparties entre bureaux, salles de formation, de réunion et une infirmerie. Un cadre idéal que les femmes doivent exploiter à fond. C'est comme toutes les maisons de la femme, ce sont de beaux bâtiments qui sont là. Elle veut que ce soit des salles fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour les enfants, pour les femmes dans leur production, que ce soit des centres fonctionnels et même multifonctionnels pour pouvoir travailler et produire de bons résultats. Le ravitaillement de la maison en eau et en électricité constitue un problème auquel une solution urgente doit être trouvée pour permettre à la maison de répondre à ses missions. Auparavant, Sangaré Oumouba avait rencontré à la direction régionale de la promotion de la femme l'ensemble du personnel pour rappeler les grandes orientations du gouvernement et ses attentes de chaque cadre partout où il se trouve. Le premier contingent des volontaires en regroupement à Sikasso, c'est à la faveur d'un camp. Il s'agit là de créer un cadre d'échange d'expériences et de brassage à l'issue de 2 ans de présence sur le terrain. Nous retrouvons la correspondance de Sékou Konaté. En organisant ce camp des volontaires nationaux, premier du genre, le Centre national de promotion du volontariat CNPV veut offrir aux éléments du premier contingent un espace de retrouvailles et d'échange d'expériences après 2 ans de présence sur le terrain. Il faut aussi rappeler que l'objectif poursuivi par les CNPV à travers ce camp est d'une part de renforcer les capacités des volontaires nationaux à mieux préparer le post-volontariat comme je l'ai rappelé, mais aussi d'autre part à susciter un grand intérêt auprès des décideurs politiques, auprès des partenaires techniques et financiers afin d'accompagner les CNPV non seulement dans le financement de missions de volontaires nationaux à venir, mais aussi accompagner également les jeunes sortants qui sortent du volontariat, donc les volontaires actuellement qu'on a ici au titre du camp, à les accompagner dans le marché de l'emploi. Pendant 10 jours donc, les volontaires nationaux venus de Mopti, Kaï, Sikasso et du district de Bamako échangeront sur des modules comme jeunesse et défense des valeurs de citoyenneté dans le contexte de la décentralisation, place et au rôle du volontariat dans la consolidation de la paix et de la sécurité, paix et intégration au Mali. Quel rôle pour les jeunes seront entre autres des modules à développer au cours de ce camp. Je voudrais vous rappeler que vous êtes désormais les acteurs de changement et des ambassadeurs de la citoyenneté et du civisme. Bref, vous êtes de nouveaux citoyens et référentiels pour les autres jeunes de votre génération. Afin de mieux préserver dans cet élan, le soutien de mon département à travers le CNPV vous accompagne tout au long de la phase post-volontariat, notamment en termes d'orientation, de formation et de conseillité. Des activités artistiques, culturelles et sportives marqueront également ce premier camp des volontaires nationaux à Sikasso. Maintenant, focus sur les prochaines législatives qui vont donc avoir lieu dans notre pays. Élection législative du 24 novembre prochain. La coordination du phare Ankawili de la commune 4 de Bamako a procédé au lancement de sa campagne. C'est Alfousseini Kanté et Fatoumata Sanogo qui défendront les couleurs du parti en commune 4. Ils ont dévoilé au public leur ambition. C'était au cours d'un meeting suivi par Al-Jumatina. Alfousseini Kanté et Fatoumata Sanogo Dit Goundo sont les porte-étendards du parti phare en commune 4 du district de Bamako lors des élections législatives. Convaincus qu'il ne saurait y avoir de résultats probants sans une forte mobilisation, les 2 candidats viennent de lancer leur campagne à travers ces meetings. Une occasion d'informer et de sensibiliser les militants et les sympathisants en vue de législatives. Les missions du député ne sont pas réellement connues de la population. C'est l'occasion pour nous de faire en sorte que ces missions soient connues, que les populations comprennent qu'il ne s'agit pas de d'élire un député qui aura en charge de faire des ponts,
des routes ou des dispensaires ou des centres de santé, mais plutôt des délais des députés qui prendront en charge les préoccupations de la population, qui connaissent la population, qui vont contrôler l'activité gouvernementale, qui feront en sorte que le pays puisse sortir de l'impasse dans laquelle il a été plongé ces dernières années. Nous nous engageons, une fois élus à l'hémicycle, de faire un compte rendu de tout ce qui va se passer au niveau du quartier. Les élections du 24 novembre constituent un énorme défi pour la coordination des phares Ankaouli de la commune 4 qui dévoile ses ambitions. Les ambitions sont certes définies parce que je suis conseiller municipal depuis 10 ans. Les populations me connaissent suffisamment pour avoir brigué leur suffrage à plusieurs reprises. Cette fois-ci, j'ai voulu aller aux législatives parce que j'ai des ambitions réelles pour mon pays. Je rêve d'une nouvelle place politique, des députés nouveaux qui vont prendre en charge les préoccupations du pays et qui s'engagent par un contrat à faire un compte rendu de tout ce qui va se passer à l'Assemblée et de défendre partout et en tout lieu tout ce qui doit se faire dans ce pays-là. Dans la même mouvance, plusieurs autres personnalités se sont adressées au public de l'affaire Broutaliko sur le choix porté à leurs candidats. Des prestations d'artistes et la troupe de l'ASSA ont agrémenté la cérémonie de lancement des campagnes de la coordination des phares Ankaouli de la commune 4 du district de Bamako. À présent, le meeting de la liste UMPC ADP Maliba en commune 6 avec en tête de liste Adama Doumbia. Les policiers ont présenté leur vision au cours d'un rassemblement au groupe scolaire de Niamakoro. Moïse Traoré est allé voir. Un candidat en terrain connu. En commune 6 du district de Bamako, Adama Doumbia a été conseiller municipal pendant plusieurs années. Il est en tête de liste UMPC ADP Maliba. Après avoir fait 10 ans à l'état civil, je suis rencontre tous les jours avec la population. C'est pourquoi, bien imprégné des réalités du terrain, je me suis engagé dans la voie de la législature pour être député à leur compte. Sachant bien la demande de la population, je peux apporter assez d'améliorations dans leur cadre de vie. À n'en pas finir, les habitants de la commune 6 égrènent les œuvres sociales à l'actif du quarantenaire. Il s'agit par exemple de la contribution à la construction de routes, du don de véhicules 4x4 au commissariat du 10e arrondissement et d'un corbillard à une mosquée. Les deux colistiers de l'entrepreneur et gestionnaire immobilier sont l'opérateur économique Mohamed Ben Ako et l'expert comptable Cheikh Amalaba. Nous y croyons, c'est pourquoi nous sommes venus, parce que nous voulons que la politique se fasse autrement. Vous avez vu déjà pour M. Doumbia qui est resté conseiller communal, on a vu tout ce qu'il a réalisé. Et en ce qui nous concerne, avoir un œil neuf dans la politique, ça permet toujours d'innover. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le Mali a besoin d'innover sa politique. Nous avons fondé les perspectives novatrices qui peuvent être résumées en 4 axes. Améliorer les structures de base déjà existantes, créer d'autres dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Promouvoir l'emploi des jeunes et contribuer à l'autopromotion des femmes. Assurer la sécurité de nos populations, rendre compte des différents projets de loi. Le meeting a eu pour cadre le groupe scolaire de Niamakoro. Le parti Sénas Faso Here a organisé hier un meeting en commune 1 du district de Bamako, une occasion pour les deux candidats de présenter aux populations de la commune leur programme. Les deux candidats en liste sont Siriki Kouyaté et Amadou Diawara. C'est un reportage de Youssouf Diakité. Les populations de la commune 1 du district de Bamako sont sorties massivement pour écouter le message de sensibilisation de la liste du parti Sénas Faso Here aux législatives 2013. Tour à tour, les intervenants ont apporté leur soutien aux candidats qui manifestement se positionnent pour défendre la cause de ces populations une fois à l'hémicycle. Bon, nous sommes candidats, c'est parce que nous voudrons apporter notre pierre à l'édifice. Et nous avons compris là où nous sommes aujourd'hui qu'une démocratie ne peut aller qu'avec des institutions fortes. Et l'Assemblée est une des institutions plus importantes. Et donc il faut des hommes valables au sein de cette Assemblée pour que nous puissions vraiment aller vers une démocratie respectueuse. Alors, concrètement, comment comptez-vous apporter votre pierre? Donc concrètement, nous voulons apporter notre pierre tout simplement en essayant de renforcer l'institution qui est l'Assemblée nationale. Parce que nous savons très bien que tout
tout commence au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est là que les lois sont votées. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle une autre mission qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, ces deux actions-là sont vraiment indispensables dans une démocratie forte. Et donc, nous nous sommes dit que là où nous sommes aujourd'hui, il faut des hommes qui ont des capacités d'analyse, qui savent réfléchir sur les questions de vote de loi, qui savent réfléchir sur les lois à voter, afin que nous puissions vraiment avoir un pays fort, une nation très forte. Je suis candidat pour contribuer au développement de mon pays à travers la défense de certaines lois à l'Assemblée nationale. L'objectif pour nous est d'apporter notre pierre à la stabilité du pays. Selon le candidat, le succès de la liste réside dans la conjugaison des efforts en vue de faire face à l'essentiel. Le lancement officiel à Ségou de la campagne de groupement de partis MODEC, CAP, SADI. La cérémonie qui s'est déroulée hier dimanche a été marquée par un match de football au cours duquel les 7 candidats du groupement ont été présentés au public. C'était également l'occasion de mobilisation pour une participation accrue aux élections législatives du 24 novembre prochain. Correspondance de Kandé Silla. C'est à travers un match de football que le groupement de partis Ségou Kano a procédé au lancement officiel de sa campagne à Ségou. L'alliance qui va ainsi à la conquête des suffrages des Ségoviens pour les élections législatives est composée des candidats du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, de la Convergence d'action pour le peuple CAP et les candidats du mouvement pour un destin commun MODEC. C'est des partis qui sont composés de militants convaincus. Donc on a placé le lancement de notre alliance sous le signe du football. Tout le monde sait que dans notre pays, la jeunesse occupe une place de choix. Donc on a coutume de dire que la jeunesse constitue le fer de lance de tout pays. Cela se vérifie particulièrement au Mali. On a des jeunes qui sont laissés pour compte. Et donc dans ce cadre, un esprit sain dans un corps sain, nous avons des ambitions pour notre pays et nous fondons beaucoup d'espoir sur la jeunesse de ce pays. Le match qui a opposé deux équipes de Ségou, notamment Djolobani en rouge et Vive la nuit de Pelengana en noir, a été une occasion de communion entre les militants et sympathisants du groupement et les 7 candidats en lice. Une occasion également d'inviter la jeunesse ségovienne au changement. Nous sommes dans une période assez difficile de notre pays. L'Assemblée nationale doit regorger de talents, de gens capables de porter le message véritable du peuple. Il est important que ces élections-là soient véritablement l'amorce d'une véritable démocratie parlementaire au Mali. Et ceci passe par le fait de mettre énormément de jeunes cadres de talent dans cette Assemblée nationale-là. À la fin de la rencontre, c'est finalement les Rouges Djolobani qui vont emporter le gain de la partie. Mais chaque équipe a reçu une enveloppe et un ballon de candidats. Cela dans une ambiance festive. Et dans le cadre justement de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain, le président du comité national de l'égale accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 12 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, UNPR, 9h20, UPPR, 9h40, indépendant Faso Dénouement, 10h, indépendant Moussoka Nieta, 10h20, indépendant RDC 1, 10h40, Sinouman, 11h, indépendant Alliance 2013, 11h20, CDS, 11h40 minutes, ADP Maliba, 12h, PRDT, 12h20, Barika, 12h40, PSD. 13h, indépendant Ibrahim Sanogo, plus 6. 13h20, RDS, 13h40 minutes, UDM, 14h, RTD. Et puis, nous vous informons que juste après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne des candidats indépendants ADK, APR, Djama, PDS, PSC, Yelenkoura, PLA, ANC, PETSAM, CAR, URD, PIDS, indépendant
Yerewoko Boulon, RPDM, indépendant Abdelkader Sidibé et PSO. Après plusieurs mois d'exercice, l'action humanitaire Gao, créée en avril 2012, suite aux événements, passe maintenant en revue les actes posés avec ses partenaires dont le CICR et l'ACF. Le bilan, lui, est jugé satisfaisant avec plus de 5 millions de francs CFA générés en 3 mois malgré les difficultés de parcours. Reportage de Drissa Koné. Au cours de cette présentation du bilan du 3e trimestre qui va de juillet à septembre 2013, l'action humanitaire de Gao a passé au peigne fin toutes les activités réalisées, les difficultés rencontrées et les perspectives pour l'avenir. Pour une dépense de 4 652 700 francs CFA, l'hôpital a généré un revenu de 5 343 075 francs CFA. On constate une augmentation globale des consultations de façon générale, une augmentation des activités chirurgicales, une augmentation globale des prestations au niveau du service de pédiatrie. Des points de satisfaction ont été signalés durant ce trimestre, à savoir la prise en charge gratuite de 10 796 analyses et la remise des médicaments à 4 071 patients. Nous sommes très satisfaits de ce bilan qui nous a toujours été présenté de façon périodique, trimestrielle, depuis le 12 avril 2012. Ces activités ont connu des temps d'arrêt à cause de certaines difficultés, parmi lesquelles la rupture des médicaments, des kits de césarienne, des bonbonnes de gaz qui alimentent le bloc opératoire. C'est pourquoi l'action humanitaire compte sur plus d'implication des partenaires qui sont le CICR et l'action contre la faim ACF. Nous sollicitons vraiment l'appui technique et financier de tous les partenaires qui appuient l'hôpital aujourd'hui, à renforcer leur appui technique et financier pour pallier aux problèmes de rupture en médicaments, également de conjuguer les efforts pour que la plateforme que nous avons établie depuis le mois de juin, à la date du 16 juin, puisse avoir le jour. L'action humanitaire a été créée le 7 avril 2012 pour répondre aux besoins humanitaires d'urgence de l'hôpital régional de Gao au début de la crise. 3 129 millions de francs CFA, c'est le solde de la contribution des Maliens en faveur de leur armée. L'information a été donnée ce matin par le directeur national du Trésor. C'était au cours de la réunion du groupe de suivi budgétaire avec les organisations fêtières de la société civile. C'est un reportage de Alpha Maïga. Le Mali a connu une crise grave en 2012. Aussitôt, l'élan de solidarité des uns et des autres s'est manifesté en direction des forces armées et de sécurité. Quel est le point de contribution à la date d'aujourd'hui? Les fonds sont logés à la BEDEM, c'est 3 milliards à la date d'aujourd'hui, 3 129 millions, et rémunérés à un taux de 3%. Et c'est justement pour analyser les dépenses effectuées que le groupe de suivi a initié cette réunion. C'est à l'intention des organisations fêtières de la société civile et les hommes de médias. Nous nous sommes engagés au niveau du groupe suivi budgétaire de voir un peu l'évolution de ce compte. C'est juste aussi un point d'information et de partage que le groupe suivi initie régulièrement afin d'appuyer les actions du gouvernement sur cette question de transparence et de partage de l'information. Selon les informations fournies, toutes les dépenses seront effectuées sous la signature du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est au sein d'une commission que préside le ministre. La commission est composée des représentants de la présidence, de la primature, des représentants des ministères en charge de la sécurité et des finances. Tout le processus d'acquisition des équipements jusqu'à leur livraison se déroulera sous l'égide de cette commission et les paiements se feront sur la base de la justification des livraisons qui sont faites. Donc il est prévu aussi pour assurer la traçabilité des opérations, donc il est prévu que l'effectivité des dépenses fera l'objet d'un audit par le contrôleur général des services publics et le bureau du vérificateur. En attendant les résultats de l'analyse, il faut souligner que la mission principale du groupe de suivi budgétaire est de contribuer à la bonne gouvernance budgétaire publique. Et voilà un mot de musique avec le Kanaka International de Mopti qui remporte le trophée de la Biennale culturelle de Maronnage, c'est en Guyane française, une récompense du mérite qui fait honneur au Mali. Et la récompense était présentée cette semaine aux responsables régionaux, mais également au public de la Venise malienne. C'était au cours d'un spectacle à l'Alliance franco-malienne de Mopti, correspondance de Jules Sambou Sissoko.
L'orchestre Le Kanaga de Mopti, la fierté nationale, vient une fois de plus de faire honneur au Mali en remportant un trophée à la 8e édition de la Biennale culturelle de marronnage de la commune de Maturi en Guyane française. C'était au mois de septembre dernier. Nous avons eu la chance cette année d'être invités à cette biennale-là. Et comme cela, nous revenons avec ce trophée. C'est une grande fierté pour nous. Nous avons remporté beaucoup de trophées. Mais ce trophée-là, vraiment, c'est ce que nous appelons vraiment le sacre. Parce qu'un trophée que nous remportons encore jusqu'au sur le continent américain. La Biennale de marronnage est l'activité phare de l'agenda culturel de la commune de Maturi. La culture est un moteur de développement. Nous avons décidé d'inviter effectivement l'Orchestre Kanaga en Guyane. Ils ont été appréciés, ils ont su montrer une image positive du Mali. Le Kanaga, c'est un orchestre très très important pour la ville de Mopti. Ils nous ont sollicité pour contribuer à la prise en charge des billets d'avion. Donc nous avons souhaité les accompagner dans cette entreprise. L'Alliance a profité de ce trophée pour parler des activités culturelles, la promotion de la langue française et tous les services que l'Alliance fournit au public jeune. Ce trophée gagné loin du bercail s'ajoute au riche palmarès du Kanaga et témoigne de la richesse de la musique malienne, très prisée à l'international. La chronique santé du jour, c'est comment gérer les plaies, une équation souvent pas facile à résoudre. La réponse avec les spécialistes dans la chronique santé, réalisation de Tessera Dambélé. Quand notre peau présente une rupture de sa fonction cutanée normale, on parle de plaie. Celle-ci peut survenir des suites d'une opération chirurgicale ou d'un accident et sa prise en charge nécessite des mesures appropriées pour réduire les risques d'infection et de septicémie. Dans le traitement des plaies, le corps soignant tient compte de certains critères parmi lesquels la coloration de la plaie. Tout compte fait, dans la plupart des cas, les plaies contractées ailleurs n'arrivent pas à temps dans les structures qui doivent s'occuper de leur traitement correct. Généralement, ce genre de plaies, c'est des plaies importées. Les gens viennent de la maison avec et ça trouve qu'ils ont duré avec 1 année, 2 ans. Donc vraiment, s'ils viennent vers nous pour la prise en charge, on est obligé vraiment de passer vraiment par ces étapes pour la meilleure cicatrisation de la plaie. La raison pour laquelle il y a la mobilisation de tout un système pour la prise en charge. Oui. Donc ils viennent pas tôt, ils viennent tardivement. Il s'agit donc de rendre la plaie propre. La conduite à tenir est fonction de sa couleur, qu'elle soit jaunâtre ou rougeâtre. Mais les plaies opératoires n'arrivent pas généralement à ce stade, des mesures étant prises en amont. Les risques d'infection sont relativement moindres quand il s'agit d'une plaie opératoire. Une plaie opératoire, c'est une plaie créée à l'hôpital, qui est traitée à l'hôpital, qui est guérie à l'hôpital avant de libérer le malade. Même si on libère le malade, ça trouve que la cicatrisation ne doit pas dépasser au maximum 4 à 5 jours. Donc c'est des plaies déjà circonscrites. Mais le comportement des parents à la maison peut vraiment influencer la cicatrisation. C'est pourquoi on insiste pour que le suivi soit observé. En tout état de cause, plus une plaie dure avant d'être traitée, plus chère devient la prise en charge avec les risques de complications. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, 18h-13h, Amadou Sankaré, 18h-20h, Aïssata Ibrahim Maïga. Merci, bonsoir.